Les théories philosophiques les plus folles expliquées en 14 minutes. Boltzmann Brain. Boltzmann Brain est une expérience de pensée qui suggère que, avec suffisamment de temps, un cerveau conscient pourrait se former aléatoirement dans l'univers à cause des fluctuations quantiques. Ce cerveau aurait des souvenirs et perceptions d'une vraie vie dans une réalité structurée, bien que ce ne soit qu'un événement temporaire et aléatoire dans un univers chaotique. Cette théorie se demande s'il est plus probable que l'univers existe avec toute sa complexité, ou qu'un seul cerveau doté de faux souvenirs apparaisse de manière aléatoire. Si la seconde option est plus probable, tout ce que vous vivez pourrait n'être qu'une brève hallucination d'un cerveau de Boltzmann. Solipsisme. Salipsisme. Quoi? Ils disent que je suis un cerveau flottant dans l'univers, percevant temporairement ma vie sans réellement exister. Solipsisme. Le solipsisme est l'idée que seul votre Solipsisme. propre esprit peut être connu avec certitude comme existant. Selon cette théorie, le monde extérieur, les autres personnes, les objets et les événements ne peuvent pas être prouvés de façon certaine comme existant au-delà de votre propre perception. Celles-ci, enfin, ces théories sont toujours intéressantes à considérer, mais elles n'ont en réalité aucun fondement raisonnable. C'est plutôt que, physiquement, tu ne peux pas me prouver que tu es conscient parce que tu n'es pas moi. Et c'est ce dont je parlais l'autre jour où je disais que peu importe la chose, peu importe à quel point quelqu'un est proche de toi, il ne comprendra jamais vraiment qui tu es. Ils ne te comprendront jamais vraiment. Ils te comprendront du mieux possible. Mais à moins que quelqu'un puisse littéralement se mettre à ta place et être la personne que tu es, il ne pourra pas comprendre la personne que tu es, si tu vois ce que je veux dire. Donc si je m'assois et que je te demande, ou à un proche, et prouve-moi que tu es conscient, même ta femme. Non, oui, ta femme. Tu ne vas pas comprendre ta femme, ta mère, ton père. Peu importe à quel point vous êtes proches, ta propre mère ne comprendra jamais ce que c'est d'être toi. Totalement. Peut-être qu'ils l'ont été. Si tu avais vécu ou si tu avais un jumeau, tu pourrais avoir un jumeau. Et je dirais que c'est l'exemple le plus proche de quelqu'un qui t'a compris. Les jumeaux peuvent se comprendre mieux que n'importe qui d'autre parce qu'ils sont génétiquement identiques et qu'ils ont vécu pratiquement la même vie. Mais même dans ce cas, toi en tant que jumeau, tu ne peux pas comprendre ton autre jumeau dans son entièreté. Les jumeaux siamois, oui, encore plus, parce qu'ils vivent dans le même corps, mais même dans ce cas, ils ont des cerveaux différents. Leur cerveau et expérience consciente diffèrent. Ce qu'ils vivent est inaccessible à l'autre et ils ne communiquent pas par télépathie. Ils ne partagent pas entièrement les pensées de l'autre. C'est parce que toutes les expériences sont subjectives, c'est-à-dire qu'elles sont comprises à travers votre esprit individuel. Même en percevant et interagissant avec le monde, le solipsisme questionne son existence réelle, ou s'il n'est qu'une création de l'esprit. Impossible de le savoir, c'est le paradoxe de la téléportation. Le paradoxe de la téléportation est une expérience de pensée qui explore les implications de la téléportation et des idées. Oh mon Dieu, si tu décomposes tu composes mes atomes, est-ce que c'est celle où, si tu décomposes mes atomes et que tu me téléportes à un autre endroit et à un autre moment, est-ce que je suis toujours moi? Ou bien suis-je mort et cette machine a simplement créé une version totalement identique de moi qui a exactement les mêmes souvenirs que moi, mais j'ai cessé d'exister? L'identité. Imaginez un téléporteur qui scanne corps et esprit, cartographiant chaque atome et connexion neuronale. L'appareil transmet ensuite ces informations à un autre endroit où un nouveau corps identique est construit, reproduisant parfaitement la personne d'origine, y compris ses souvenirs et sa personnalité. Le paradoxe survient lorsqu'on considère ce qui se passe pendant ce processus. La personne qui sort de la téléportation est-elle identique à celle qui y est entrée? Non, car vous n'avez pas voyagé, vos atomes ont simplement été démontés puis réassemblés. Ils ne l'ont pas fait, la matière ne se crée ni ne se détruit, seulement se transforme, mais ils vous ont changé. C'est pareil. Non, laissez-moi vous expliquer autrement. Si j'ai un clone de vous, disons que je fais apparaître un clone de vous maintenant et qu'il se tient à côté de vous, et que ce clone a toutes les expériences coulisement que vous avez eues, il vous ressemble, agit comme vous, c'est vous. Vous parlez et agissez tous les deux exactement de la même façon. Est-ce que cette personne, c'est vous? Non. Le seul vous que vous êtes, c'est celui qui perçoit en ce moment. Même s'il existait un autre vous qui perçoit, qui serait théoriquement vous après avoir changé d'endroit, la machine vous a désassemblé puis réarrangé. La personne reconstituée ne serait donc pas vraiment vous. Ce serait une copie identique de vous qui croirait être vous. Vous mourriez si vous entriez dans une machine de téléportation. Le vous de l'autre côté serait un nouveau vous essentiellement conditionné à penser qu'il est vous parce qu'il a réarrangé chaque partie de vous à la perfection. Ce serait une nouvelle personne. Ce serait une nouvelle personne. De l'extérieur, tout irait bien, non? Moi, par exemple, je ne vous connais pas. Imaginons que tu t'appelles Jean et que tu entres dans la machine de téléportation. Je suis ton ami et je t'ai toujours connu. Tu y vas, boum, tu te téléportes vers moi.
Tu vas me parler et je vais me dire, oui, c'est Jean, mais le Jean que je connaissais est mort. Le Jean que je connaissais ne perçoit plus. Et il n'existe plus. La seconde, c'est où il a été désassemblé dans cette machine, il est mort. Et il y a une nouvelle personne qui le clone. Comme Rick et Morty. Comme si tu allais dans un univers alternatif, comme dans Rick et Morty, où ils tuent toute leur famille. Leur famille meurt. Ils détruisent l'univers et chaque personne sur cette terre meurt. Ensuite, ils se demandent comment on répare ça. On ne peut pas. Alors ils se téléportent dans un autre univers où ils viennent tous les deux de mourir. Et il est identique en tout point, sauf que Rick et Morty de cet univers sont morts. Ils enterrent leur corps, prennent leur place et vivent avec leur famille. Pour eux, ces personnes sont toutes les mêmes. Mais ils savent que leur vraie famille et tous ceux qu'ils connaissaient n'en sont morts. Donc ce serait pareil. Même en te téléportant, celui écrasé est mort. Si la personne est désassemblée au départ, est-elle vraiment tuée? Dans ce cas, la personne créée à la destination, bien qu'identique, reste techniquement un individu différent. Ce serait une autre personne, mais ils l'ignoreraient totalement. Même si tu leur parles et demandes s'ils s'en souviennent, ils vont dire oui, parce qu'au moment où ce gars disparaît, ils ont encore ce souvenir, mais il est juste implanté en eux. La théorie de l'œuf. Ah mon Dieu, celle-ci m'a vraiment troublé la première fois. La théorie de l'œuf est une expérience de pensée selon laquelle chaque personne ayant vécu ou à venir serait en fait le même être, vivant des vies différentes à travers les âges. La théorie suggère qu'après la mort, une personne se réincarne sans souvenir de ses vies passées. Ce processus continue jusqu'à ce que cet être ait vécu chaque vie humaine ayant existé. Selon la théorie, l'univers serait un œuf permettant à cet être unique de grandir et mûrir en vivant plusieurs vies. Après avoir vécu toutes les vies, l'individu atteint une conscience supérieure et devient semblable à un dieu, achevant son évolution spirituelle. J'aime cette idée, mais je pense plutôt que l'univers est un Dieu éternel qui, si je devais imaginer ce qu'est Dieu, je l'associerais simplement à l'univers. Ce n'est pas une conscience, mais un inconscient de matière. L'univers et Dieu sont identiques. Ce n'est pas une pensée, ça existe juste. Je pense que nous existons pour permettre à l'univers de comprendre le temps fini et l'individualité. Je ne sais pas si c'est logique, c'est difficile à dire. L'univers ne connaît pas le temps. S'il a toujours existé et existera toujours, le temps ne compte pas pour lui, car il sera toujours là. Mais tu peux comprendre le temps d'une manière différente si tu es capable de vivre et de mourir, parce que dans ce cas, le temps compte. Est-ce que ça a du sens? Donc tu essayes de dire, eh bien, je serai un Joe Biden à un moment donné. Eh bien, selon la théorie de l'œuf, oui. Dans la théorie de l'œuf, tu es moi et je suis toi. Nous en faisons tous partie. Tous ceux qui regardent ce stream sont moi et je suis vous. Nous menons tous des vies différentes à différentes époques, sans souvenir de notre vraie identité. Nous ne faisons que nous parler. Eh bien, nous parlons tous les uns aux autres, mais en réalité, c'est juste une seule personne qui se parle à elle-même. Je me divertis moi-même. Je ne vous divertis pas, vous. Je divertis 5000 moi-même. Selon cette théorie, l'univers et chaque entreprise sont faits pour évoluer et croître. Le paradoxe de l'omnipotence. Le paradoxe de l'omnipotence remet en question le concept de pouvoir illimité. Donc je serais en train de faire l'amour avec moi-même. Oui. Tu te donnerais naissance à toi-même, tu ferais l'amour avec toi-même. Tu tuerais chaque autre être qui est toi. C'est essentiellement pour montrer un niveau d'égalité morale. La théorie de l'œuf aide à montrer que chaque mauvaise action envers autrui est en réalité dirigée contre soi-même. D'autres religions croient aussi à la réincarnation, mais pas que chaque humain soit la même âme. Il s'agit plutôt d'âmes pouvant renaître par réincarnation. Mais oui, l'exemple principal, c'est que si la théorie de l'œuf était vraie, tu serais Hitler, mais tu serais aussi chaque personne qu'Hitler a tuée. Tout s'équilibre, chaque bonne ou mauvaise action faite, c'est à toi-même que tu l'as faite. Donc si tu es une mauvaise personne, tu t'infliges en fait de la douleur à toi-même, ce que personne ne voudrait faire. Demande si Dieu, Tout-Puissant, pourrait créer une pierre si lourde qu'il ne pourrait la soulever. Le dilemme existe car chaque réponse limite le pouvoir de l'être. Oui, Dieu est tout-puissant et omniscient, ce qui concerne seulement les dieux des principales religions monothéistes. Dieu est tout-puissant, mais il ne peut créer ce qu'il ne peut déplacer. Si l'être peut créer la pierre, Mais il peut tout créer. Alors comment ça fonctionne, bordel? ils ne peuvent pas la soulever, ce qui signifie qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Cela implique une limite à leur pouvoir, ce qui contredit l'idée d'être tout-puissant. D'un autre côté, si ils
C'est débile, je vais pas mentir. Non, ça a parfaitement du sens. Si Dieu est tout-puissant, comment peut-il créer quelque chose qu'il ne peut pas, qui est trop pour lui à déplacer? Il ne peut pas créer une telle pierre. Parce que s'il est physiquement tout-puissant, cela veut dire qu'il peut tout faire, mais il ne peut pas parce qu'il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne peut pas déplacer, puisqu'il peut déplacer n'importe quoi, puisqu'il peut tout faire. Cela indique aussi une limitation, car ils sont incapables de faire quelque chose qui devrait être dans le champ de l'omnipotence. Mais Dieu pourrait être au-dessus de la logique elle-même. Ou on pourrait dire que par omnipotent, nous entendons un être qui peut faire tout ce qui est logiquement possible. Être tout-puissant ne signifie pas faire des choses logiquement impossibles, comme créer un cercle carré. Cela signifie détenir le pouvoir sur tout. Les impossibilités logiques, comme un cercle carré, ne sont pas réelles. Cela reste une expérience de pensée intéressante, mais réfutée. Mais n'est-ce pas l'idée de ce carré étrange, n'est-ce pas censé être juste une autre dimension qui a été mathématiquement prouvée? Ils utilisent simplement cela comme un moyen d'essayer de le montrer, parce que ce n'est pas physiquement perceptible pour une figure tridimensionnelle comme nous. En fait, les autres dimensions sont explorées mathématiquement, comme un tesseract. Les mathématiques essaient de prouver l'existence d'autres univers, d'autres dimensions, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux percevoir physiquement parce que tu ne peux pas être dans cette autre dimension. Tu es prisonnier de ta dimension et dois vivre la vie et la perception qui t'ont été imposées. Par exemple, si tu étais né en deux dimensions comme un carré plat, tu ne verrais que devant, derrière, à gauche et à droite. Tu ne pourrais ni regarder en haut ni en bas. Si une forme 3D entrait dans ton univers, tu ne la verrais que dans ton espace 2D. Tu ne comprendrais pas où ils vont quand ils partent. Tu ne peux pas comprendre l'idée de regarder en haut et en bas parce que tu n'as compris que regarder devant, derrière, à gauche et à droite. Donc, de la même manière, quelque chose qui est d'une dimension supérieure à la nôtre, nous ne pouvons pas le percevoir parce que nous ne connaissons que la façon de regarder et de voir dans les dimensions qui nous sont accessibles. Tout ce qui se trouve dans une dimension supérieure peut voir tout ce qui est en dessous, mais rien de supérieur à elle. Expérimente. Antinatalisme. L'antinatalisme est une philosophie qui s'oppose à la procréation, jugeant immoral de faire naître de nouveaux individus en raison de la vie elle-même. La vie comporte souffrance et difficultés. Il vaut donc mieux éviter de créer de nouvelles vies qui y seront confrontées. L'un des arguments principaux de C'est littéralement l'intrigue de l'attaque des titans. l'antinatalisme avance que naître expose à plus de souffrance que de joie, rendant la vie injustifiable. Certains antinatalistes mettent en avant les enjeux environnementaux et éthiques de la surpopulation, affirmant qu'elle augmente la souffrance des individus et de la société. Je pense que nous sommes en partie des parasites. Parce qu'en étant, si vous êtes au bas de la chaîne alimentaire, vous servez de moyen d'approvisionnement pour d'autres choses. On tue, on mange, on détruit et on reconstruit absolument tout ce qu'on touche. On est en train de ruiner la Terre. On tue des êtres vivants. Et genre, le but de la vie, c'est de vivre le plus d'expériences possible, que ce soit bon ou mauvais. On n'a qu'une seule chance. Ouais, je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Ce que je dis, c'est que, dans le sens général du mot parasite, nous sommes une espèce invasive et nous sommes des parasites invasifs. Nous avons construit des choses et sommes allés dans des endroits où nous n'aurions pas dû aller et fait des choses que nous n'aurions pas dû faire. Nous prenons maintenant le contrôle de cette zone. Et maintenant, nous tuons tout autour, nous détruisons son environnement naturel et nous vivons là-bas et nous y restons. Alors, où est notre habitat? Historiquement, je veux dire, ça dépend. Mais nous avons été une espèce tellement réussie que nous avons pu nous répandre partout sur Terre, en gros. L'endroit où nous serions naturellement faits pour vivre serait l'Afrique, par exemple. C'est au moins de là que Homo sapiens est originaire. Mais les humains, en général, ont été capables de vivre pratiquement partout où la température et le climat sont hospitaliers. En dehors de ça, je veux surtout dire que on a réussi à vivre dans des montagnes à 3000 mètres d'altitude, sans eau naturelle, sans aucune capacité à faire pousser de la nourriture, et on fait juste transporter des choses d'un endroit à un autre. Par exemple, tu peux accéder à des choses là où tu vis qui ne peuvent pas être produites sur place grâce au transport. En résumé, nous avons évolué jusqu'à contrôler et dominer la Terre. Pas dans le sens de l'eau encore, parce que l'océan est pratiquement entièrement inexploré. Mais mérite-t-on vraiment la Terre? N'est-ce pas égoïste de le supposer? Pourquoi la mériterions-nous? Je pense que oui. Je ne pense pas qu'on la mérite. Être les plus intelligents ne signifie pas qu'on la mérite. On l'a juste gagnée sans la mériter. Ce n'est pas l'intelligence qui nous donne droit à la Terre. On l'a simplement obtenue. La société, la planète. Tu n'es pas libre. Cette théorie sur la pomme. Toute autre espèce aurait agi pareil.
Oui, hein, tu as totalement raison. Je ne dis pas que c'est immoral, je ne dis pas approuver l'antinatalisme. Je dis juste que si tu regardes vraiment, nous sommes comme des parasites pour la Terre. Nous avons pris le contrôle de la planète. Tu n'es pas libre. Cette théorie sur l'absence de libre arbitre dans la vie humaine suggère que les individus ont la capacité de faire des choix et d'agir en fonction de leurs désirs. Cependant, ils ne peuvent de contrôler la volonté derrière leurs actions, devenant ainsi esclaves de leurs désirs. Pour prouver cette théorie, imaginez devoir choisir entre plusieurs saveurs de glace. Je le dis tout le temps, bordel. D'habitude, je fais pomme ou banane avec mon chat. Si tu choisis une glace, moi, par exemple chocolat, tu peux ensuite réfléchir à un autre choix si tu veux changer. Mais si on devait revenir et répéter ce scénario à chaque fois exactement au même moment, tu ne changerais jamais ta réponse. Chaque fois, tu choisirais la réponse que tu désires le plus, parce que c'est celle vers laquelle toutes tes autres décisions, perceptions et expériences t'ont mené jusqu'à ce moment où tu choisis vanillé ou chocolat. Choisis chocolat ou vanille et finis par décider que tu veux vraiment du chocolat. Tu ne peux rien faire pour changer ce désir, sauf si un facteur externe incontrôlable intervient, comme apprendre que la glace à la vanille est moins chère ou meilleure pour la santé. Eh bien, oui, parce que tu as la liberté de réfléchir aux choses que tu as vécues dans la vie, mais depuis ta naissance, tu n'as presque eu aucun contrôle sur beaucoup de choses qui ont fait de toi ce que tu es. Tu n'as eu aucun contrôle sur ton nom. Tu n'as eu aucun contrôle sur l'endroit où tu es né, sur l'école que tu as fréquentée, sur ce que tu as mangé pendant une grande partie de ta vie, sur l'argent que tu gagnes, sur le métier que tu fais généralement, parce que toutes ces choses changent en fonction de ce à quoi tu as accès et de ce qu'on t'a donné à une époque où tu n'étais pas vraiment conscient. Et même quand tu deviens conscient, ces choses ont influencé ta personnalité au point de t'avoir affecté, pas dans le sens du libre arbitre, au point que tu n'es plus vraiment la personne que tu pensais être librement. Tu as été façonné et influencé par quelqu'un d'autre. J'y ai aussi pensé. Chaque fois que je suis seul, c'est tellement bizarre parce qu'en fait, tu ne peux jamais vraiment l'être. Tu ne peux rien faire sans avoir une sorte d'impact qui a été causé par un autre humain. Humain, pas homme. Même si tu es assis seul dans ta chambre, cette chambre a été construite par une autre personne. Les vêtements que tu portes ont été fabriqués par une autre personne. Ce que tu regardes a été utilisé ou fabriqué par quelqu'un d'autre. Tu es toujours lié à autrui. Même si tu vas au milieu des bois et que tu es seul, les vêtements que tu portes, les choses que tu as, tout cela, la seule façon d'être littéralement seul, c'est si tu te baladais à poil dans une zone qui n'a jamais été touchée par l'homme, comme dans la forêt amazonienne, et que tu fabriquais tout toi-même à partir de rien. Et même là, tu as les connaissances des autres personnes qui ont été impliquées dans ta vie jusqu'au moment où tu as pris cette décision. Donc tu n'es même pas vraiment conscient ou doté de libre arbitre quand tu décides d'aller à poil dans la putain de forêt amazonienne, comme dans l'émission Nu et culotté, et d'essayer de vivre seul. Parce que toutes les choses que tu as vécues jusqu'à ce moment-là, qui t'ont amené à prendre cette décision, tu n'avais aucun contrôle dessus. Cela montre que la seule façon pour toi de faire quoi que ce soit, c'est d'en avoir envie. Ce que nous avons déjà établi que tu ne peux pas contrôler ou d'y être forcé, ce que tu ne peux évidemment pas contrôler non plus, prouvant ainsi que le libre arbitre n'existe pas. Le navire de Thésée. Pour ma part, j'accepte ce genre de choses. À un moment, tu te dis, tant pis, d'accord, puis tu passes à autre chose. Le navire de Thésée est une expérience de pensée philosophique qui remet en question la nature de l'identité et du changement. Tout débute avec le navire du héros Thésée. Dans la plupart des universités ou cours de philosophie, le premier sujet abordé est souvent le navire de Thésée. Je pense que c'est un sujet philosophique facile avant d'aborder des thèmes plus profonds. Et au fil du temps, alors que le navire navigue, ses parties en bois se détériorent et sont remplacées par de nouvelles. Chaque pièce d'origine étant remplacée, la question centrale demeure. Le navire restauré est-il encore celui de Thésée? Oui, parce que c'est le nom que tu lui associes, hein, c'est sa physicalité. Ce n'est plus le même navire physiquement, mais il l'est par le nom et l'association. Je ne suis plus la même personne physiquement. Tes cellules, tu es une personne entièrement nouvelle au niveau cellulaire. Tous les, 7 ans. Mais tu restes toi-même, non? Tu n'es plus la même personne au niveau de la conscience ou de la personnalité, mais tu restes toi-même dans le sens de ton corps physique et de ton nom. On te connaît toujours comme Evan, Ethan, Joe, Sarah, ou peu importe ton prénom. Pour compliquer, supposons l'original. Tu dis que j'ai réfuté mon argument sur la téléportation, mais ce n'est pas le cas. Je le suis parce que dans ce sens, tu es toujours Trey. Et c'est là que je vais te mettre échec et mat, mon pote.
Tu es toujours la même personne qui perçoit. Tu es la même conscience qui est perçue. Tu es la conscience qui perçoit quelque chose. Tu es toujours dans la position où tu es l'observateur individuel, même si tu n'es plus le même observateur qu'il y a 7 ans. Tu es toujours la personne individuelle qui habite consciemment ce corps physique qui observe quelque chose, ce qui rend cela différent du navire, parce que le navire est entièrement composé de nouvelles pièces, alors que toi, tu as lentement réparé différentes parties plutôt qu'un remplacement total d'un seul coup, n'est-ce pas? Téléporter, réarranger tes atomes instantanément pour devenir une autre personne. Tous les 7 ans, tu as de nouvelles cellules, mais ce n'est pas comme si tous les 7 ans, toutes tes cellules mouraient instantanément et qu'un nouveau toi naissait. Avec le temps, tes cellules meurent. Tes cellules sont en train de mourir en ce moment. Tes cellules meurent et tu fabriques de nouvelles cellules à chaque seconde de chaque jour. Des millions de cellules meurent et d'autres naissent, car elles se divisent sans cesse. Et avec le temps, quand tu regardes en arrière, oui, il y a 7 ans, tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un ensemble complètement différent de cellules qui ont existé. Mais pendant tout ce temps, tu as quand même gardé la même conscience d'observer le monde autour de toi, et tu es resté le même observateur. Un clone de toi ne serait pas le même observateur, car il aurait un autre corps. Et réassemblé en navire. Il y a maintenant 2 navires, l'un entièrement neuf, l'autre avec les pièces d'origine. Ce scénario montre à quel point les définitions sont artificielles et pas aussi stables qu'on le pense. Le navire, quoi? Et si je change ma personnalité et mon nom, les autres te verront différemment comme une nouvelle personne, un peu comme dans un programme de protection des témoins. Mais pour tout le monde, ou pour tout le monde, tu es une personne différente. Mais pour toi, tu restes le même individu. Tu es une personne différente en termes de traits de personnalité et toutes ces autres choses. Donc, la façon dont tu agis peut être différente, n'est-ce pas, Zoran? Tu peux devenir une bonne ou une mauvaise personne. Toi, en tant qu'individu, tu restes le même observateur qu'avant. Conserver son identité malgré le remplacement de toutes ses parties. Quel navire est le véritable navire de Thésée? L'égoïsme éthique. L'égoïsme éthique est la théorie philosophique selon laquelle les individus devraient toujours agir dans leur propre intérêt et ne pas se soucier des conséquences de leurs actions sur les autres. Cette théorie affirme que les actions ne sont moralement justes que si elles profitent à l'individu. J'ai un trouble de la personnalité borderline. Trouble bipolaire ou trouble dissociatif de l'identité. Les accomplir montre l'égoïsme éthique. L'égoïsme éthique est la théorie philosophique selon laquelle les individus devraient toujours agir dans leur propre intérêt et ne pas se soucier des conséquences de leurs actions sur les autres. Cette théorie affirme que les actions ne sont moralement justes que si elles profitent à l'individu qui les accomplit, en soulignant que des valeurs comme la sympathie et l'altruisme sont des idées construites par des individus faibles qui ne pouvaient pas s'imposer dans la société. Donc ils ont, oui, C'est vraiment une connerie d'idiot. On peut faire cet argument en termes de valeurs nobles et tout ce que Friedrich Nietzsche dirait sur la morale et sur la façon dont le bien et le mal ont changé au fil du temps dans leur définition. Penser que seul ce qui t'avantage a été moralement juste est absurde, car ce qui bénéficie au groupe profite aussi à l'individu, puisque dans la société moderne, tu dépends des autres pour réussir. tu as dû inventer tout un système moral pour justifier. Comme je le disais, tu ne peux jamais vraiment t'éloigner complètement des gens, tu seras toujours lié à quelqu'un. Le micro par lequel je parle et la caméra par laquelle tu me vois ont tous été fabriqués par quelqu'un d'autre, que je les possède ou pas. Quelqu'un y a participé, et si je commence à baiser ces gens-là, alors je me bousille moi-même. Par leur incompétence. L'égoïsme éthique affirme que, comme les autres animaux, nous désirons profondément survivre et ne devrions pas aller contre cela, car ce serait contre nature et nuisible. De plus, les égoïstes éthiques soutiennent qu'en poursuivant leurs propres objectifs, les individus peuvent également contribuer positivement à la société. Je pense que cela a du sens dans le contexte de la guerre. Par exemple, à l'époque ancienne où l'on était forcé d'aller se battre pour un roi. On se battait pour les objectifs de quelqu'un d'autre, ce qui pouvait finir par nous faire tuer. Donc cela augmenterait-il la paix dans le monde s'il était utilisé momentanément? Oui. Si chacun était un égoïste éthique ne pensant qu'à soi, tout le monde deviendrait des connards. Les égoïstes éthiques affirment aussi qu'en poursuivant leurs propres objectifs, les individus peuvent contribuer à la société, car leurs actions peuvent entraîner de meilleurs résultats pour autrui. Le basilic de Rocco est une expérience de pensée proposée, suggérant qu'une future superintelligence pourrait vouloir punir ou torturer ceux conscients de cette possibilité. Si ta mère a mangé du porc pendant sa grossesse, ces atomes pourraient se transformer en la structure de ton cerveau et se réincarner dans ta conscience en ce moment même. Tu ne te souviens de rien, mais tes atomes ont vécu cela. Sommes-nous des cochons? Ils ont changé, perdant ainsi l'énergie et la conscience qu'ils avaient auparavant. Donc non, tu ne serais pas ce cochon. Tu serais une version transformée de cet individu. Connaissait son existence, sans y contribuer activement.
telle était la punition. Joe Bart était Jack Doherty dans un autre univers. En fait, je serais Jack Doherty ici, mais pas maintenant. En fait, pas consciemment en ce moment. Nous serions tous les mêmes individus après la mort, mais tu n'en as aucun souvenir. Tu es toujours divisé en plusieurs corps. Je n'adhère pas à la théorie de l'œuf, je l'explique seulement. La punition servirait d'incitation. Comment ça a du sens? Qu'est-ce qui a du sens de toute façon? En quoi ça a du sens? Qu'entends-tu par là? Que tu y crois ou non, c'est une théorie comme croire en Dieu. Tu vois, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas le prouver, c'est juste une idée, une question de croyance. Essaye et percipi. Ça veut dire que tout. Je dois revenir car je n'ai même pas lu ça. Le basketball de Rocco. Ah, c'est quand un ordinateur contrôle le monde. L'intelligence artificielle pourrait créer des simulations virtuelles où ceux qui n'ont pas aidé à sa création sont torturés. S et percipi. Ça veut dire que tout n'existe que si c'est perçu. Par exemple, si tu t'assois sur un Je déteste ça. Oui, ta chaise est creuse. Et tout cela s'accorde avec la théorie selon laquelle notre univers serait en fait dans un ordinateur appartenant à une autre forme de vie supérieure à nous. Parce qu'il est vraiment difficile pour un ordinateur de générer l'univers entier. Mais c'est beaucoup plus facile pour l'ordinateur de ne générer que les choses qui sont activement perçues. Donc ton bureau est en fait creux jusqu'à ce que tu décides de le découper. Et il n'y a rien derrière moi jusqu'à ce que je décide de regarder derrière moi. Seules les choses que tu perçois activement sont réellement perçues ou calculées. Impossible de le réfuter, c'est un peu comme le chat de Schrödinger. Tout est à la fois vivant et mort, mais pas vraiment. Je pense que c'est un peu différent, c'est plus de la théorie quantique. chaise et lève-toi sans regarder la chaise. La chaise a cessé d'exister. Immortalité quantique. L'immortalité quantique est une expérience de pensée liée à l'interprétation des mondes multiples en mécanique quantique. Cette théorie affirme qu'un être conscient ne peut expérimenter sa mort car il existe des réalités alternatives où il survit. Le concept central suggère que chaque décision ou événement engendre plusieurs branches de la réalité. En cas de danger mortel, il existera toujours une version de la réalité où la personne survit. Donc, oui, Si vous êtes capable de prouver qu'il existe un nombre infini d'univers, avec un nombre infini de points de vue qui expérimentent toutes les choses possibles que vous pourriez vivre, il y aura toujours une version de vous-même dans un univers donné qui vivra éternellement. lors d'un danger, la conscience perçoit seulement Une version de vous encore en vie. ils survivent dans ces issues. Ainsi, l'immortalité quantique suggère que chacun se percevrait immortel, incapable d'expérimenter sa propre mort. Zombies philosophiques. C'est aussi comme la façon dont certaines personnes perçoivent l'immortalité quantique. Tu ne mourras jamais parce que chaque version de toi qui mourrait, tu ne l'expérimenteras pas consciemment. Je pense qu'il est plus compréhensible de dire qu'il existe un univers, dans un ensemble infini d'univers, où il y a un toi qui vit éternellement. Les zombies philosophiques sont Et la vieillesse, tu ne peux pas mourir de vieillesse que ça n'existe pas. Si on dit que tu es mort de vieillesse, c'est sûrement d'une crise cardiaque. C'est comme mourir dans son sommeil. Le cœur s'arrête, il y a toujours une cause de décès. La cause du décès dans le putain de rapport d'autopsie du médecin légiste n'est jamais la vieillesse. Ils diront qu'il est mort de complications liées à la vieillesse, ce qui signifie souvent arrêt cardiaque ou anévrisme. Il existerait toujours une version de toi vivante, cause naturelle, oui, comme un décès naturel. Ce sont des êtres hypothétiques, semblables aux humains, mais sans expérience consciente. Des zombies philosophiques. Les zombies philosophiques sont des êtres hypothétiques qui ressemblent et agissent tout comme des humains, mais qui n'ont pas d'expérience consciente. Ces êtres agissent comme des humains, mais sans vie intérieure, sentiment ni pensée subjective. Cette expérience de pensée questionne le matérialisme, selon lequel la conscience s'explique uniquement par les processus physiques du cerveau. Si on peut concevoir un être identique à l'humain sans conscience, alors celle-ci ne serait pas totalement expliquée par les états physiques. Le paradoxe de Zénon. Eh bien, je pense que les zombies philosophiques peuvent... Je pense qu'il existe deux types différents de vous dans votre cerveau. Vous êtes, vous savez, une sorte d'individu en perpétuelle formation, comme une boule de slime, mais il y a aussi une version A et une version B de vous-même. Il y a un vous qui vit le quotidien, fait l'expérience de choses simples comme l'école, les discussions, jouer aux jeux vidéo et d'autres activités où vous vivez juste dans le présent. Et puis il y a vous, il y a un vous, un type B de vous, qui peut physiquement comprendre et percevoir l'univers conscient, la vie et la mort, et des trucs vraiment profonds. Et il y a un groupe de personnes qui, je pense, n'ont pas le type B. Je ne pense pas être meilleur que qui que ce soit.
Je pense que la majorité des gens sont capables d'avoir de véritables réflexions philosophiques, mais je pense qu'il y a des groupes de personnes qui ne pensent jamais à rien de profond toute leur vie et qui se contentent de vivre. Ils s'en fichent. Tu en connais peut-être un, tu ne peux pas le savoir, mais il y a sûrement des gens qui s'en soucient. Tu as probablement des gens dans ta vie qui se soucient de certaines choses en particulier. Pour la personne qui a dit elle est noire, bannis-la parce que tu n'es qu'un putain de raciste. Je parle de toi maintenant, spécifiquement. Le gars qui a dit ça, tu es un zombie philosophique parce que tu ne comprends vraiment pas ce que je dis ou tu n'essayes même pas de t'y rapporter. Tu essaies juste d'en faire une blague et tu trouves peut-être ça drôle, mais j'essaie vraiment de te toucher à un niveau plus profond et de dire que le fait que tu fasses cette blague en ce moment montre en quelque sorte que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu es un zombie philosophique. Tu es un zombie philosophique. Tu vas juste vivre ta vie puis mourir. Et c'est très bien, tu sais, mais bon, peu importe. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça semble impossible. Que veux-tu dire? Tu dis qu'il est sans esprit, pas moi. Je dis juste qu'il s'en fiche. Certains s'en moquent totalement, et c'est très bien, non? Vis ta propre vie. Mais ça me rend fou de voir que des gens peuvent exister dans l'univers pendant un laps de temps très court, que ce soit dans une niche ou pas, et ne jamais se demander une seule fois, putain, mec, c'est quoi tout ça? Ils existent, profitant de petits plaisirs dans ce monde matérialiste, vivant seulement dans le présent. Ils peuvent avoir peur de la mort dans un sens de survie, simplement parce qu'ils sont des animaux, mais pas dans un sens philosophique. Parce que tu peux avoir peur de mourir à cause de la douleur physique, et tu peux aussi avoir peur de mourir d'une manière plus profonde, du genre je vais cesser d'exister. Ne sommes-nous pas tous des personnages non joueurs? Je pense qu'on passe d'un état de personnage non joueur à un état où on ne l'est pas. Et certaines personnes restent plus longtemps dans ce monde de personnages non joueurs. Je pense qu'il faut vivre dans ce monde-là pour s'amuser. Je pense qu'on peut réfléchir à pourquoi on existe, à la vie, à la mort et en avoir peur. Je pense qu'il est bon d'y réfléchir, mais cela peut aussi obséder et rendre fou. Et tu verras ça chez beaucoup de philosophes qui deviennent fous. Vivre dans le présent permet vraiment de profiter de la vie. Mais en même temps, il faut aussi prendre le temps de prendre du recul et de vraiment tout comprendre. Pour le gars raciste, franchement mec, tu te comportes comme un con, je ne sais pas quoi dire. Je veux pas te traiter de zombie philosophique, ni t'insulter, mais honnêtement, j'essaye juste de transmettre un message sincère. Au lieu de m'écouter, tu dis juste les noirs. C'est vraiment une énergie de loser. Cette expérience de pensée remet en question le matérialisme, qui soutient que la conscience peut être entièrement expliquée par les processus physiques dans le cerveau. S'il est possible d'imaginer un être physiquement identique à un humain, mais dépourvu de conscience, alors la conscience ne pourrait pas être entièrement expliquée par des états physiques. Les paradoxes de Zénon. Les paradoxes de Zénon, du philosophe grec Zénon, sont des expériences de pensée visant à montrer que le mouvement est impossible ou différent de ce qu'il semble. Le paradoxe d'Achille et de la tortue illustre les problèmes liés à la division des choses en parties infiniment petites. Achille, coureur rapide, affronte une tortue bien plus lente. Pour équilibrer, la tortue part avec de l'avance. Zénon affirmait qu'Achille ne rattrape jamais la tortue, car chaque fois qu'il arrive à sa position, elle a encore avancé. Imaginez marcher vers une destination et devoir d'abord en parcourir la moitié. Pour parcourir la moitié du chemin, il faut d'abord faire un quart, puis un huitième, etc., générant une infinité d'étapes qui empêchent d'atteindre la destination. Problème d'induction. Ouais, mais je sais pas, c'est juste un truc idiot. Je n'aime pas, je ne veux pas dire que je n'aime pas parler de ces trucs-là, mais de la même façon, tu sais, il y a des gens qui aiment seulement les nombres pairs ou impairs. On pourrait dire que 2, bien que pair, étant le premier nombre pair, est en quelque sorte impair. Et puis d'accord, 4 est le deuxième nombre pair. Donc c'est un nombre pair de nombre pair, mais c'est aussi le premier, deuxième nombre pair. Donc ça en fait aussi un nombre impair. C'est toujours pareil, là tu commences juste à dire, bah maintenant on parle juste de conneries pour aucune raison. L'induction, selon David Hume, interroge la justification de notre croyance en la similarité entre futur et passé. Nous pensons que le soleil se lèvera demain car il s'est toujours levé auparavant. Hume a souligné qu'il n'y a aucune garantie logique que cela se produise toujours, même si cela s'est déjà produit souvent. Il n'y a plus. Il n'y a aucune garantie logique que cela se produira toujours. Et je sais que j'ai dû lire David Hume putain l'année dernière, mais juste parce que, oui, on suppose que le soleil se lèvera demain parce qu'il s'est levé 1 million de fois auparavant. C'est de la folie de supposer que ça n'arrivera pas. Si tu fais tout, si tu vis ta vie en faisant les choses encore et encore, en voyant le même résultat répétitif et sans faire de lien entre eux, c'est de la folie. Parfois, tu fais de fausses connexions entre les choses, d'où naissent les stéréotypes. Mais dans le sens de la science, où tu testes les choses encore et encore et encore,
Si tu ne supposais jamais, par exemple, que si tu combines de l'ammoniac avec quelque chose, ça produira du gaz moutarde. Si je le combine encore, hein, ça ne marchera pas. Tu es fou. Oui, il y a une chance statistique qu'un jour ça n'arrive jamais, mais en réalité, ça arrivera toujours. Ça arrive toujours. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit plusieurs fois que ça continuera forcément. Cette hypothèse se justifie par des expériences passées, ce qui est circulaire. Dire qu'on fait confiance à l'induction car elle a déjà fonctionné, c'est justifier l'induction par elle-même. Notre confiance dans les schémas du monde repose plus sur l'habitude que sur la logique. La machine à expérience. C'est un point de départ. J'aime Hume dans la façon dont il essaie de prouver les choses à partir d'un point très basique, sans que des connaissances préalables ne viennent le biaiser. Mais en même temps, tout philosophe qui essaie de prouver des trucs, a priori, utilise quand même des biais, parce que on en revient à ce dont on parlait, ce putain de truc du tu n'as pas de libre arbitre, où tu restes coincé dans la même boucle cyclique d'influence et de biais imposés à ta propre vie, au point que tu ne peux physiquement pas raisonner sans connaissance préalable. Même chose avec les inventions de base. La vie que tu mènes, les voitures que nous conduisons, les avions que tu prends, tout évolue et s'améliore sans cesse. Mais ce n'est peut-être pas encore ce qui pourrait exister de mieux ainsi. Parce que on a grandi dans une société avec toutes ces autres choses dont on t'a constamment parlé. Tu n'es jamais vraiment capable de créer quelque chose d'entièrement unique qui ne soit pas juste une référence. La formation de quelque chose qui existe déjà. En raison de ta propre perception humaine, tu es limité par ce fait, parce que tu ne peux voir et comprendre que le monde qui t'entoure, mais aussi à travers d'autres expériences et choses qui existent déjà. En utilisant les mathématiques et la science actuelle pour créer ou comprendre différemment de nouvelles théories, concepts ou sciences, tu es influencé par ce qui existe déjà. Si la roue n'avait pas été inventée, elle l'aurait sûrement été autrement. Je n'aime pas employer le terme la roue. Si l'iPhone n'avait jamais existé, il aurait peut-être été inventé différemment ou en mieux. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir parce que nous sommes déjà coincés historiquement avec la connaissance de la façon dont les téléphones ont été créés. La machine à expérience, conçue par Robert Nozick, remet en cause l'idée que plaisir et bonheur sont les seuls éléments importants dans la vie. Imaginez une machine capable d'offrir toute expérience souhaitée dans ce scénario. Vous pourriez ressentir une joie immense, de l'amour, du succès ou toute autre sensation agréable, tout en étant totalement inconscient que ces expériences sont simulées. Nozick demande si vous choisiriez de vous brancher à cette machine pour le reste de votre vie. Beaucoup rejettent spontanément l'idée de vivre dans la machine à expérience, préférant la réalité, ses luttes et difficultés, à une vie artificielle de plaisir. Eh bien, Une vie artificielle axée sur le plaisir ressemble à celle d'un toxicomane, car on stimule artificiellement le cerveau avec de la sérotonine et autres, sans dualité pour vraiment apprécier le bonheur ressenti. Par exemple, si tu pouvais toujours être inondé de sérotonine, tu serais heureux, mais tu ne serais pas heureux dans le même sens que lorsque tu accomplis quelque chose. ce rejet montre qu'il existe des valeurs plus importantes que le plaisir, comme l'authenticité, les relations et de vrais accomplissements. Anti-réalisme moral. L'antiréalisme moral affirme qu'il n'existe pas de vérités ou valeurs morales objectives indépendantes des croyances humaines. Selon cette perspective, les énoncés moraux expriment nos attitudes ou préférences, sans décrire des faits sur le monde. Par exemple, pour un antiréaliste moral, dire que tuer est mal ne reflète pas une vérité absolue. Cela reflète plutôt un consensus social ou une conviction personnelle. J'aime bien ça. Je pense que c'est... Je peux être d'accord avec ça. Moralement, nous serions tous d'accord pour dire que tuer des gens, c'est mal. Mais selon la société dans laquelle tu vis et d'où tu viens, d'autres vérités morales changent. Avec le temps, elles évoluent. Tuer, c'est mal dans quel contexte? Parfois, se défendre en tuant n'est pas mal si on est attaqué. Ensuite, on débat des détails selon la situation, mais il faut admettre que la moralité concerne uniquement les humains, permettant l'existence de principes moraux universels. Des vérités morales définitives ne peuvent qu'un pas exister parce qu'elles ne s'appliquent qu'aux humains. Elles ne s'appliquent pas à tout, seulement à nous. Et nous n'existions pas il y a 100 000 ans, du moins dans le sens de l'humanité moderne. La croyance, c'est que des actes comme tuer sont... Et le racisme, quand est-ce que c'est juste? Ça ne l'est jamais. Le racisme est moralement. J'adore quand j'aborde ce sujet parce qu'ensuite ils essaient de dire oh, donc tu dis que le racisme c'est acceptable. Oh, donc tu dis que le meurtre c'est acceptable. Non, je ne dis pas que c'est acceptable. Je ne suis évidemment pas d'accord avec ça.
Je dis, et aussi le racisme vient simplement des défauts humains, et aussi de la stupidité de ne pas reconnaître que parfois les humains stéréotypent naturellement les choses en groupe, parce que c'est ce que tu fais logiquement en tant qu'individu qui essaie de survivre dans le monde. Les personnes racistes sont stupides et ne voient pas que ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience avec une personne qui appartient à un groupe donné que toutes les personnes de ce groupe sont pareilles. Les racistes n'ont pas, tu sais, par exemple, les racistes ont soit été élevés pour l'être, on ne naît pas raciste. Les racistes sont soit éduqués ainsi, soit influencés par une expérience et ignorent la diversité des personnes. Et donc ça, c'est encore autre chose. Hormis cela, moralement, sur le racisme, le sexisme, etc., la société a besoin de morale pour fonctionner. Mais universellement, hors de la Terre, la morale n'a aucune influence. Parce qu'en dehors des humains, qu'est-ce que ça change que tu voles du pain dans un magasin? Ça n'a aucun sens. Tu comprends? Cela ne concerne que nous dans certains contextes. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend des normes culturelles de la société. Est-ce raciste si c'est un fait statistique? Si tu affirmes que les Noirs commettent à la majorité, comment un tiers ou 1% de la population peut-il commettre plus de la moitié des crimes? Oui, c'est raciste parce que tu ne prends pas en compte le fait que les Noirs, en particulier, ont été marginalisés dans la société à cause de l'esclavage. Et de nos jours, ils vivent dans des zones plus défavorisées et sont donc plus susceptibles de commettre des crimes. Les Noirs ne sont pas génétiquement plus susceptibles de commettre des crimes. Les zones dans lesquelles ils vivent et les conditions de vie qu'ils ont, en particulier dans certains groupes, peuvent augmenter le taux de criminalité dans certaines régions. Mais tu ne prends pas non plus en compte la pauvreté et d'autres facteurs qui poussent les gens à commettre ces crimes à cause de la société dans laquelle ils ont grandi. Les Noirs ne commettent pas plus de crimes que les Blancs en raison de leur personnalité. Si tu dis que statistiquement ils en commettent plus, c'est uniquement à cause des zones défavorisées et des conditions de vie qui leur ont été imposées à cause de ce qu'on appelle le racisme systémique. On leur a donné de mauvaises cartes et par conséquent, ils vivent avec ces mauvaises cartes et sont plus susceptibles de commettre des crimes s'ils sont pauvres, vivant dans des zones où ils doivent y survivre. En plaçant un groupe de personnes dans une zone défavorisée sans l'aide nécessaire, ils risquent davantage de commettre des crimes. Dire à un noir dans la rue qu'il est plus susceptible de commettre un crime que toi est clairement raciste. Oui, peu importe le fait statistique que tu vas avancer, il est obscurci par ta stupidité à ne pas reconnaître pourquoi ce fait existe. Ce n'est pas parce que les noirs sont génétiquement plus susceptibles de commettre un crime. C'est stupide de dire ça. Tu sais que c'est stupide de dire ça. Accord sur les titres ou sentiments individuels. Le paradoxe de Tu prends un fait pour argent comptant sans chercher à comprendre pourquoi ce fait est comme il est. tolérance. Le paradoxe de la tolérance créé par le philosophe Karl Popper. Oh mon Dieu. Désolé, je me suis un peu égaré. Je ne dis pas que c'est ce que tu supposes, d'ailleurs. Mais quand tu dis est-ce raciste si c'est statistiquement vrai, c'est vraiment le truc le plus raciste que quelqu'un puisse dire. Quand ils disent oh, et ça alors? Et ils sortent toujours une statistique du genre. Les Noirs commettent plus de crimes, mais tu ne parles pas des inégalités de revenus. Et d'ailleurs, les pauvres commettent plus de crimes que les riches. C'est juste que, et je ne dis pas ça, ensuite tu dois parler des villes en général, des groupes, et pourquoi ces personnes vivent comme elles vivent. Tout cela vient du fait qu'ils ont reçu une très mauvaise main il y a des siècles. Maintenant, ils ne peuvent pas s'en sortir, même avec les systèmes modernes. Le paradoxe de la tolérance. Qu'en est-il de l'évasion fiscale? Je parle de crimes dans le sens où les blancs racistes s'en offusqueraient. Les riches commettent beaucoup de crimes. Les riches blancs commettent beaucoup de crimes. Ils commettent beaucoup de crimes en col blanc. Et ces personnes vont utiliser les crimes violents, statistiquement parlant, qui sont généralement ceux qu'ils essaient d'attribuer aux Noirs parce qu'ils sont foutrement racistes. Mais oui. Le paradoxe de la tolérance créé par Quels sont les crimes en col blanc? Ah, l'évasion fiscale, la fraude, le délit d'initié, le blanchiment d'argent, des trucs comme ça. Tu ne fais pas de mal aux gens directement, tu ne voles pas, tu ne commets pas ce genre de choses, mais tu utilises le système de façon illégale pour t'avantager. le paradoxe de la tolérance. Le paradoxe de la tolérance, formulé par Karl Popper, analyse les limites d'une société tolérante. Popper affirme qu'une société tolérante ne doit pas tolérer l'intolérance. Parce que si une société étend la tolérance à ceux qui sont intolérants, elle risque de permettre à des groupes intolérants de prendre le pouvoir et de supprimer les libertés mêmes qui rendent possible un environnement tolérant. Par exemple, si une société tolérante laisse prospérer des idéologies haineuses, celles-ci peuvent de menacer les droits et libertés d'autrui, posant ainsi un dilemme.
Si une société tolère tous les points de vue, y compris ceux qui prônent l'intolérance ou la violence, cela peut finalement conduire à la destruction de la tolérance elle-même. Popper. Cela rejoint le débat actuel sur la liberté d'expression, où certains disent « je devrais pouvoir tout dire ». Ouais, mais tu fais aussi du mal aux autres selon ce que tu dis. Suggère que pour maintenir T'as la liberté d'expression, mais aussi le risque de te faire casser la gueule si tu dis des choses très déplacées. une société tolérante doit s'opposer aux croyances et actions intolérantes. Je déteste ces vidéos sur Twitter à cause du débat sur la liberté d'expression. Oui, je pense que tu devrais l'avoir. Je déteste aussi ces vidéos où un type insulte quelqu'un sans que la victime puisse réagir, car s'il répond, il risque d'être arrêté alors que l'autre commet un crime de haine. Même si cela limite la liberté de leurs partisans. L'argument de la connaissance. L'argument de la connaissance, souvent illustré par l'expérience de pensée. Le discours de haine ne relève pas de la liberté d'expression. Par exemple, si un homme blanc insulte un homme noir avec le mot en haine, et que ce dernier réagit en le frappant et lui casse la mâchoire, les hommes blancs s'en sortent sans problème. Les hommes noirs se font arrêter. Connu sous le nom de la chambre de Marie, ce scénario a été proposé par le philosophe Frank Jackson, qui a imaginé une situation dans laquelle une fille nommée Marie est une brillante neuroscientifique qui sait tout ce qu'il y a à savoir sur les aspects physiques de la couleur, mais elle vit dans une pièce en noir et blanc et n'a jamais fait l'expérience de la couleur elle-même. Un jour, Marie quitte sa chambre et voit une pomme rouge pour la première fois. L'argument de la connaissance pose la question suivante. Est-ce que Marie apprend quelque chose de nouveau sur la couleur lorsqu'elle voit la pomme? Jackson soutient que oui, car même si Marie possédait toutes les connaissances scientifiques sur le fonctionnement de la perception des couleurs, son expérience de voir une couleur pour la première fois lui apporte une information nouvelle qu'elle n'aurait pas pu connaître en étant confinée dans la pièce en noir et blanc. Cette réflexion. Je pense que cela s'applique aussi au monde du travail, comme le fait de pouvoir apprendre quelque chose par la théorie par rapport à l'expérience vécue soi-même. Comprendre le fonctionnement est une chose, le faire soi-même en est une autre, bien plus difficile. Une expérience de pensée suggère qu'il existe des aspects non physiques de la connaissance, notamment les expériences subjectives de la perception. Le théorème du singe infini. Le théorème du singe infini est une expérience de pensée qui suggère que, donné un temps infini, un singe aléatoire Écrira toutes les œuvres de Shakespeare. en appuyant simplement sur les touches d'une machine à écrire ou d'un clavier, on finirait par taper n'importe quel texte, comme l'intégralité des œuvres de William Shakespeare, ce qui aide à comprendre à quel point l'infini est long. Si vous souhaitez discuter de cette vidéo ou suggérer, c'est Ce n'est pas une théorie, c'est juste vrai. Si vous aviez quelque chose au hasard, même pas un singe, si vous aviez juste un ordinateur qui appuyait sur des touches au hasard pendant une durée infinie, il finirait par taper chaque œuvre qui ait jamais été créée. Il arriverait forcément un moment où toutes les lettres tapées formeraient exactement autre chose par simple probabilité.